On a commencé déjà par Marcil Fissin, que nous connaissons davantage peut-être que Rouzbehan. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces figures-là, Rouzbehan, Sohrawardi? Disons-le peut-être pour les auditeurs, Rouzbehan c'est 1128-1209. En gros, il est mort à Shiraz. Et Sohrawardi, qui est hélas mort jeune, lui, c'est 1155 et 29 juillet 1191, sur ordre de Saladin, il a été exécuté. Ça, on le dira une autre fois, vous reviendriez pour nous en parler davantage. Oui, parce que c'est une énigme quand même. Oui. On ne sait pas. On ne sait pas comment il a été en tout cas voilà, on sait la fin, supplicié. Oui. Mais on ne sait pas le comment. Et si on l'appelle le maître assassiné, c'est d'ailleurs pour le distinguer de deux autres Sohrawardi, Omar et Abou Najib, mais lui c'est Yahya Sohrawardi, c'est lui qui nous intéresse. C'est lui qui nous intéresse et qui a sans doute été mis à mort aussi par son phénomène tout de même d'autorisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est, même si c'est absolument pas comme ça que ça se présente, mais il s'est donné le droit d'une herméneutique totale. Donc c'est son audace, c'est sa hardiesse. Je pense, en tout cas, je pense que c'est aussi ça, même si bien évidemment quand on le lit, ça ne se présente certainement pas comme une audace, ça se présente comme une nécessité, ça se présente comme la qualité d'une relation à la connaissance, et cette qualité de relation à la connaissance le rend possiblement interprète de Dieu. En tout cas, il a tout d'un coup il y a une question d'intermédiation qui n'est plus là. Bon. Alors pourquoi ça passe très souvent, si vous voulez, ça passe très souvent par des humains, tout simple, ces histoires de rencontres avec les aînés qui sont les grands aînés littéraires. Mon professeur, donc moi je viens d'un enseignement de philosophie à Paris 4. Mon directeur de thèse était Pierre Magnard, qui est un très très grand spécialiste et que je salue lui aussi, qui a été un professeur très très important pour moi de philosophie renaissante. Et donc Marcil Fissin, je l'ai découvert par cette voie-là, c'est-à-dire en séminaire doctoral et avec cette question de l'architectonique lumineuse qui construit comme ça la pensée ficinienne, de l'angéologie aussi, donc c'est très particulier. Bon, le fait que ce soit une interprétation aussi, bien évidemment, c'est un héritage platonicien, néo-platonicien, qui se mêle avec aussi un héritage de Zoroastre. Bon, et donc le maître de Fissin, Gémis Pléton, lui-même aurait été peut-être un lecteur de Sohrawardi, etc. Mais c'était pas ça l'idée. L'idée c'était pas d'aller comme ça tenter de vérifier un fil improbable historiographique, mais tout d'un coup, si vous voulez, voilà, cette santé ficinienne par la lumière me rappelait quelque chose d'autre. J'avais commencé à parcourir les écrits de Corbin notamment, et donc tout d'un coup de voir que Zoroastre, un héritage somme toute platonicien, néoplatonicien, et du côté de Sohrawardi, mais en fait avec un autre élément très différenciant, l'islam, et versus Marcil Fissin, Zoroastre, Platon et un autre élément différenciant, le christianisme, tout d'un coup, tiens, qu'est-ce que ça faisait cette histoire-là ? Comment, non pas je pouvais les comparer, c'était pas ça mon geste. Mon geste, c'était de voir comment les concepts ficiniens pouvaient éventuellement m'aider à mieux comprendre Sohrawardi et à rester dans l'espace de Sohrawardi, et comment les concepts de Sohrawardi pouvaient éventuellement me faire dire quelque chose que je n'avais pas vu chez Fissin, tout en maintenant leurs différences. C'était ça l'outil. Alors, je le dis sous votre contrôle, vous qui connaissez ces choses-là infiniment mieux que moi, Sohrawardi a été critique de l'œuvre d'Avicenne, et Fissin
était plutôt influencé par Avicenne. Et Sohrawardi avait suivi toute la filiation des scolarques néoplatoniciens. Alors on a Ammonios Sakas, Plotin, Porphyre, Jamblique, etc. Et c'est un va-et-vient, c'est l'esprit curieux, c'est l'esprit renaissant chez Fissin. Il y a aussi l'histoire de l'angélologie, à juste raison, c'est vrai, mais aussi la lumière. La lumière, c'est véritablement ce qui fait la parenté, d'une certaine manière, entre l'humain et le divin, même si c'est pas aussi simple, c'est de le dire un tout petit peu vite, mais tout de même, c'est par cette clarté et par l'œil, puis Dieu sait si la notion de l'œil, la notion du regard, la notion de la lumière qui fait le regard, etc., est une des grandes notions de la Renaissance et qu'on trouve véritablement comme un leitmotiv très, très, très important, un motif philosophique tout à fait important. Oui, la question de comme ça, de cet héritage, soit d'Avicenne, soit même d'Averroès, parce que très souvent, qu'est-ce qui a fait la célébrité, d'une certaine manière, d'Averroès, c'est plutôt l'avéroïsme latin. Donc Averroès est une figure qui a été attrapée par ce que l'on appellerait entre guillemets l'Occident. Et Avicenne a plutôt été laissé, alors qu'Avicenne, précisément sur son propre territoire, est plutôt celui qui a gagné la bataille. Tout ça, d'une certaine manière, m'importe peu parce que d'abord, bien sûr, je fais une grande différence entre les deux, mais en même temps pas si grande. Et il y a pour moi aussi une manière, bien moins réductionniste de lire Avicenne que ce que l'on peut en faire. Et puis surtout, je n'arrive pas tout de même à me sortir de cette contradiction qui est que plus vous êtes dans la révélation, plus vous êtes aussi dans la capacité cognitive intellectuelle, et que ce sont les plus savants et ceux qui ont exercé leur liberté de pensée la plus forte, qui en même temps vont se présenter comme ceux qui sont les plus croyants. Et en même temps, on voit très très bien, moi ça me va, si vous voulez, si être dans la révélation, c'est être au plus près d'un geste le plus fort intellectuel. Franchement, j'ai pas tellement de soucis avec ça. Parce qu'il y a des résonances entre le monothéisme abrahamique et le néoplatonisme. Mais complètement. Avec cette notion de tawhid que vous développez si bien, pas dans le sens néo-fondamentaliste. Surtout pas. Auquel vous faites faites pièce en donnant des arguments ou des contre-arguments à cette notion de l'unitarisme ou de l'unification, mais bon. Alors que l'harmonie qu'il pouvait y avoir entre le néoplatonisme et une vision du monde, une Weltanschauung, si je prononce bien, à ce moment-là, dans les esprits renaissants. Cynthia Fleury, si on ajoute encore un pic de la Mirandole, ou et plus tard nous finirons, si vous voulez bien, avec Giordano Bruno, on est encore toujours dans cet esprit auquel il faudrait revenir de nos jours? Bon, en tout cas, alors pour le coup, avec la figure de Giordano Bruno, on voit aussi que, parce que on a le sentiment quand on nous écoute de quelque chose d'assez irénique, d'assez simple. Bon, tout ça se termine mal. Quand on voit ces esprits renaissants, ce sont souvent aussi des esprits. Les espaces renaissants, ce sont des espaces, pour prendre le mot de Foucault, des espaces parésiastiques. C'est-à-dire des espaces où il se dit quelque chose, une tentative de vrai, et surtout, comme dit Foucault, de risquer le délien. Risquer le délien, ça veut dire que précisément pour préserver le lien avec les hommes, je risque le délien au sens où je dis quelque chose qui n'est pas du domaine de la simple complaisance, qui n'est pas simplement du discours sûr, qui est que ce logos
que je dis là fait advenir une réalité nouvelle. Ça, c'est un espace parésiastique, et c'est ça un espace renaissance.